Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback cette semaine, on évoque le cycle Glamour au Forum des Images en compagnie de Fabien Gaffez, le responsable de la programmation. Alors que les stars s'apprêtent à fouler le tapis rouge cannois, le Forum des Images consacre ce mois-ci une rétrospective au glamour, mettant en exergue l'esthétique hollywoodienne à travers une sélection de 53 films. Fabien Gaffez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Alors vous mettez en parallèle les stars des années 30 à 50, les plus mythiques, et celles qui essayent d'entretenir le mythe. C'est une démarche plutôt audacieuse, non ? Oui, c'est une démarche que l'on peut... D'abord, je voudrais rendre hommage à Isabelle Vanini, qui a programmé et qui a amené justement cette audace dans ce programme. Et oui, la question était de savoir qu'est-ce que le glamour aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Et c'est vrai que souvent, quand on parle de glamour, on se réfère à cet âge d'or, à ce classicisme, et d'entretenir ce glamour aujourd'hui. On a chacun notre définition. C'est très subjectif et c'est toujours amusant de jouer à ce jeu de glamour ou pas glamour quand on parle des acteurs ou des actrices d'aujourd'hui. Donc l'idée était à la fois de circonscrire un petit peu et de montrer et de remontrer les films qui ont créé le glamour. Enfin, c'est vraiment le terme même de glamour est quelque chose qui vient du cinéma, qui sera utilisé ensuite dans la mode et aujourd'hui dans le langage courant. Mais est-ce qu'il persiste encore aujourd'hui en dehors d'une simple manière de restaurer ou de ressusciter des icônes d'antan? Voilà, la question se pose. Alors justement, est-ce que le glamour, c'est pas un peu le plan marketing des studios? C'est-à-dire, est-ce que la partie qui est vraiment du cinéma dans les films glamour, est-ce que c'est vraiment le glamour? C'est vrai que dès le glamour est une fabrication. C'est un artifice, quoi qu'il arrive. Si on pense à la manière dont les studios avaient sous contrat d'abord les actrices, c'est des modèles qui sont refaçonnés. Peu d'actrices n'ont pas été concrètement par la chirurgie esthétique, par le maquillage, par la mode, la manière dont on va les habiller, et surtout aussi rendre hommage au chef opérateur qui par la lumière habille la beauté de ces femmes, recrée. Donc oui, ça a été une forme de marketing, ça l'est toujours, et aujourd'hui quand on revient à cette idée de glamour, c'est souvent aussi de manière un peu rétro d'essayer de vendre quelque chose peut-être qui n'est pas totalement ou pas toujours incarné. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si le glamour est encore au cinéma aujourd'hui ou s'il n'est pas plutôt travaillé par la publicité un peu plus ou la montée des marches de Cannes qui souvent ne présentent pas forcément des films dits glamour mais qui fait de sa montée des marches quelque chose qui incarne ou qui maintient encore vivant une idée du glamour. Alors on voit que la machine à produire du glamour, c'est aussi pas mal de souffrance et c'est ce que vous avez voulu faire en montrant des films que vous avez regroupés sous la rubrique l'envers du décor. Oui, il y a cette idée lointaine, peut-être aussi du Pygmalion, vous voyez, dans Une étoile aînée ou dans plus récemment The Neon Demon, on voit un petit peu que quand on gratte un petit peu sur cette beauté plastique, cette beauté de surface, il y a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus cruel. Et moi, je me suis toujours dit que Hollywood était vraiment quelque chose qui rappelait le mythe du portrait de Dorian Gray. On est vraiment dans cette fabrication-là d'une image qui renvoie à quelque chose de, a priori, sain, une beauté comme ça un petit peu superficielle, mais quand on gratte un peu, et beaucoup de cinéastes ont travaillé cette espèce d'aller au cœur du mal, si j'ose dire, il y a quelque chose, qui transparaît. Et au-delà de ça, au-delà des films, il y a aussi simplement la manière dont certaines actrices ont pu souffrir concrètement de ne pas être
soit des stars, soit à partir d'un certain âge, de ne plus correspondre au code dit du glamour. Et il y a aussi une question sociale, féministe, que l'on peut aussi voir apparaître à travers cette rétrospective. Alors, l'envers du décor, en effet, vous y consacrez plusieurs films, 8 en tout, les samedis 20 et dimanche 21 mai. Alors, on peut quand même citer quelques titres, Sunset Boulevard, Les Ensorcelés, Une étoile aînée, vous en avez parlé, La Comtesse aux pieds nus, et puis des films plus récents aussi, comme le dernier Woody Allen, Café Society ou Maps to the Stars, sont aussi beaucoup des films qui démontent la machine hollywoodienne qui fabrique le glamour. Ce sont parfois des films extrêmement durs, critiques, virulents, sur cette soi-disant usine à rêves. Oui, et c'est vrai qu'il y a récemment avec le film de Woody Allen ou le film de Refn, il y a une résurgence un petit peu comme ça d'essayer de peut-être critiquer le système publicitaire contemporain à travers les mythes du cinéma hollywoodien. Alors après ça, en plus cette manière, en tout cas de mettre en scène l'envers du décor date quasiment du début vraiment du cinéma hollywoodien. Le cinéma hollywoodien a toujours aimé, dès le burlesque, un petit peu montrer comment il se fabrique, comment avoir cette mise en abîme. Et voilà, donc oui, on essaye. Et c'est vrai que le cinéma hollywoodien, plus que d'autres, s'est construit vraiment sur l'image de la star et donc sur le glamour. Donc en passer par une déconstruction ou une critique de ce cinéma, ou en tout cas de l'image de la femme qu'il peut donner, ça passe évidemment par une critique du glamour. Alors évidemment, on parle de la place des femmes, mais alors vous avez une partie du cycle qui est sur le couple, et donc d'une certaine manière, ça remet en lumière la place des hommes dans le glamour. C'est une question qu'on s'est posée. On a pu même en débattre longuement. C'est est-ce qu'il y a un glamour masculin en dehors justement de cette idée de couple. Et moi j'ai l'impression, alors après c'est vraiment sujet à débat, que le glamour est d'abord affaire de femmes. Et d'abord affaire de femmes et de couple dans le sens où c'est construit souvent par le regard d'un homme, souvent par le regard d'un réalisateur. Et alors je sais pas ce que vous en pensez. Le débat, j'aime débattre de ça parce que c'est vrai qu'on peut imaginer Cary Grant, on peut imaginer des Gary Cooper incarner une forme de glamour évidemment, mais est-ce qu'on est vraiment dans le même ordre de fabrication? Est-ce que ça n'appelle pas à d'autres codes? Voilà. Probablement, ce qui s'applique à Cary Grant ou à Gary Cooper, mais qui va très bien avec le glamour, c'est probablement plus la notion de style. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose. Ce sont des acteurs qui ont un style, qui ont une élégance, mais élégance et glamour, c'est pas tout à fait synonyme, parce que dans glamour, il y a quelque chose d'un petit peu forcé qu'on n'a pas dans l'élégance. Après, les actrices vont réintroduire beaucoup d'elles-mêmes dans le glamour, et ça va devenir quelque chose d'intéressant à cause de ça. Mais je pense que c'est deux notions qui sont quand même différentes. Donc le glamour masculin, je ne suis pas certain qu'il existe à proprement parler. En tout cas, si on en revient à la définition vraiment de charme sophistiqué, et cette sophistication est vraiment travaillée par tous les collaborateurs de création, du maquillage au costume, en passant par la lumière. Mais le couple brille, c'est-à-dire que le glamour doit évidemment trouver son double, et le glamour n'existe qu'au contact aussi d'un regard, au contact d'un regard qu'il soit d'ordre érotique ou de pure fascination. Mais là, c'est là qu'interviennent les couples, pour certains mythiques de l'histoire du cinéma hollywoodien, et c'est ce que l'on a essayé aussi plus ou moins de travailler. Alors ces couples glamour d'hier et d'aujourd'hui, vous y consacrez en effet un programme, les 6 et 7 mai, avec quelques films mythiques, Le port de l'angoisse, Elle et lui, La chatte sur un toit brûlant, Mogambo, des films plus récents, un peu plus discutables en revanche. Mogambo, c'est pas un couple, c'est plutôt un ménage, c'est plutôt un trio. Mais... Vous l'avez mis quand même dans cette programmation. Ouais. Et vous consacrez également un programme à une immense costumière mythique, parce que qu'est-ce que ce serait une actrice glamour sans le costume? Évidemment, c'est une part primordiale. Vous consacrez un programme à la costumière Edith Head le samedi 13 mai, avec notamment Les Enchaînés, Sabrina, La main au collet, Une place au soleil. Edith Head, on en parle beaucoup
beaucoup, notamment grâce au film d'Alfred Hitchcock, évidemment, mais pas que. Pouvez-vous nous en dire quelques mots de cette costumière qui a marqué l'âge d'or hollywoodien? Mais c'est vrai que elle et d'autres ont forcément travaillé, enfin, je veux dire, l'image de la femme, etc. On aura surtout, je tenais aussi à signaler qu'on aura Véronique Lebris qui a écrit un livre Fashion and Cinema et qui nous donnera ce jour-là, le vendredi précédent, le 12 mai, un cours autour de justement des liaisons entre la mode et le cinéma. Et c'est vrai que Edith Head a pu elle-même façonner l'image de nombreuses stars en revenant à une idée d'une femme en effet sophistiquée, sans aller trop sur le côté on va dire ce que l'on pourrait imaginer que mettre dans le terme de glamour, c'est le côté immédiatement peut-être sexy, sexuel, et on peut confondre avec ça. Edith Head est peut-être quelqu'un qui a recomposé l'image de la femme en imaginant quelque chose à la fois avec une autorité, j'allais dire un charme autoritaire d'une certaine manière, et une certaine forme de féminité classieuse, voilà. Et c'est ça qui a peut-être créé vraiment je pense, l'image, en tout cas de certaines actrices dans certains films. Et en effet, on l'associe beaucoup à Hitchcock, et dans Les Enchaînés, c'est vrai que Ingrid Bergman fait peut-être partie alors qu'Ingrid Bergman n'était pas forcément à la base la plus glamour voilà. Mais à travers ce film en particulier, peut-être qu'elle incarne quelque chose du glamour classique. Alors mon cher Antoine, lorsque l'on parle de glamour hollywoodien, on ne peut pas ne pas évoquer dorénavant votre livre Hollywood, la cité des femmes, et c'est une très bonne raison pour parler de la journée carte blanche que le Forum des Images donc vous consacre, avec une journée donc le 11 mai avec 2 longs métrages, Mon homme Godfrey de Grégory Lacava, c'est bien ça, oui. Et Un cœur pris au piège de Preston Sturges. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces 2 films et de ces 2 choix? Alors, si je peux en parler, moi, bien sûr. Effectivement, c'est une vraie carte blanche. On m'a donné la possibilité de choisir les films, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une soirée qui soit consacrée au thème glamour et comédie, parce que il y a quelque chose de libérateur dans la comédie à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood. C'est un cinéma qui est extrêmement censuré, les actrices sont en même temps très glamour, et il va y avoir des actrices qui vont porter une espèce de revendication d'égalité des hommes et des femmes devant le rire, et je dirais que d'une certaine manière, plus elles sont glamour, et plus le fait qu'elles fassent le pitre est à la fois déstabilisant, décalé et subversif, et en même temps c'est une subversion contre laquelle la censure ne peut rien, puisque on peut pas reprocher à quelqu'un de faire le pitre, et donc c'est assez remarquable, parce que la conjonction du glamour et de la drôlerie un peu échevelée qui est dans la screwball comédie est un contraste très intéressant, et c'est un contraste d'autant plus intéressant dans ces 2 films puisque Mon homme Godfrey, c'est un film dans lequel il y a un vrai message social, c'est un grand film sur la Grande Dépression, et donc Carole Lombard, en tout glamour qu'elle est, joue un rôle très important dans le message social de ce film, aux côtés de William Powell. Et puis il y a The Lady Eve, Un cœur pris au piège de Preston Sturges, avec Barbara Stanwyck, et Barbara Stanwyck, c'était une actrice d'ailleurs qui avait un contrat personnel avec Edith Head, qui lui faisait ses vêtements, non seulement pour la scène mais aussi pour la ville, et qui lui faisait même ses vêtements pour lorsqu'elle était dans des films qui n'étaient pas des films de la Paramount, et donc Barbara Stanwyck dans Un cœur pris au piège joue le rôle d'une femme qui réussit à rendre amoureux le même homme, Henry Fonda, 2 fois sans qu'il se rende compte que c'est la même femme, et donc c'est évidemment un film qui a un message assez féministe, parce que on voit bien que dans ce film c'est la femme qui tire les ficelles, mais au sens vraiment elle les tire par son intelligence, elle les tire par sa ruse. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir glamour, comédie, et en même temps des messages qui sont des messages à la fois sociaux pour My Man Godfrey et féministes pour The Lady Eve.
C'est vrai qu'on parlait d'Edith Head tout à l'heure, et c'est vrai que Barbara Stanwyck, au-delà de son contrat, est là, je trouve, la femme qui incarne et l'actrice qui incarne le plus, l'idée même de cette costumière Edith Head, c'est le modèle absolu, je trouve. Et c'est vrai que Stanwyck est, alors moi aussi, j'ai compris et j'ai cru entendre que vous étiez absolument, on peut le dire, fan de Barbara Stanwyck, en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est une actrice qui, depuis, je veux dire, les cinémas pré-code jusque Samuel Fuller ou Douglas Sirk, a incarné tous les états de l'image de la femme d'une certaine manière, qu'a pu renvoyer Hollywood, et surtout du glamour hollywoodien à travers différentes époques et une différente force féminine. Alors le glamour n'est pas que volupté, et c'est la preuve puisque vous consacrez aussi un programme à l'écrivain James Ellroy, qui est sans doute celui qui a le mieux montré la face vraiment la plus sombre d'Hollywood, avec 2 adaptations, le jeudi 25 mai que vous proposez, LA Confidential, qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre absolu, il faut quand même le redire parce que Curtis Hanson est mort récemment dans L'Indifférence générale. Absolument. Et il a vraiment signé un des plus grands films sur le sujet, et le Dahlia noir de Brian De Palma, ça je suis un peu moins convaincu, mais bon, et donc ce sont 2 films qui en effet montrent ce que décrit formidablement bien James Ellroy. Oui, c'était un auteur incontournable pour cette période. Incontournable parce qu'il en a fait vraiment la scène originelle de son propre roman familial avec le Dahlia noir, ou de son propre imaginaire pour nous raconter l'histoire des États-Unis et d'une certaine idée de la morale ou de la non-morale, en tout cas à travers ces 2 livres-là et bien d'autres. Le Dahlia noir est un chef-d'œuvre absolu. En effet, je pense que on ne pouvait pas s'attaquer au Dahlia noir au cinéma, mais Brian De Palma l'a fait, Fincher l'avait essayé sans y réussir, mais c'est vrai que LA Confidential est, je suis d'accord, un très 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 grand film. Et ce qui est amusant de voir, c'est la manière dont là encore on essaye de recréer une image du classicisme hollywoodien à travers notamment le personnage de Kim Basinger, qui nous rappelle vraiment à travers sa coupe de cheveux et à travers ses mimiques d'actrice, Veronica Lake par exemple, et de même Scarlett Johansson. Et je trouve d'ailleurs très intéressant le cas de Scarlett Johansson dans le Dahlia noir, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne prend pas dans cette manière d'essayer de l'enferrer dans une forme de classicisme, alors qu'elle est, quand on sonde la plupart des cinéphiles ou du grand public, c'est le nom qui revient dans les actrices modernes qu'on pourrait juger glamour. Et là, quand on la met dans cet écran, je trouve que quelque chose se casse, quelque chose est artificiel et ne fonctionne pas. Et donc, voilà, peut-être. Mais je suis doublement d'accord, parce que je pense que en fait, c'est plus tout à fait le glamour. C'est-à-dire que la référence de Scarlett Johansson, c'est quand même un peu Marilyn Monroe, et je pense que Marilyn Monroe, comme d'ailleurs d'une certaine manière Audrey Hepburn, sont des actrices qui sont un peu post-glamour. On peut pas dire qu'elles sont pas dans le glamour, mais il y a d'abord, c'est pas totalement des créatures de studio. Marilyn Monroe est beaucoup une créature d'elle-même, et Audrey Hepburn aussi. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Edith Head, au début, habille Audrey Hepburn, elle va même avoir 2 Oscars pour ça, et en réalité Audrey Hepburn va se tourner vers Givenchy parce que Edith Head lui fait un travail qui est un travail trop standard de glamour hollywoodien, notamment en essayant de gommer ses défauts physiques, alors que Audrey Hepburn ne veut pas qu'on gomme ses défauts physiques, elle veut qu'on joue avec ses défauts physiques. Et par exemple, Edith Head avait gommé les défauts physiques de Barbara Stanwyck, et ça avait très bien marché, mais Audrey Hepburn ne va pas vouloir qu'on gomme ses défauts physiques. Donc il y a quand même un moment où Hollywood rentre dans une espèce d'air qui est post-glamour. Et je pense que Scarlett Johansson, c'est plutôt une actrice qui est en référence du post-glamour que du glamour. Pour moi, par exemple, Julianne Moore arrive à être complètement glamour dans Loin du paradis, par exemple, où là, elle est complètement dans le jeu plus qu'une Scarlett Johansson. Ou Cate Blanchett. Qui est complètement, complètement. Et c'est vrai que Marilyn Monroe, à l'époque, était considérée en effet post-glamour, ou pour certains de manière plus vulgaire. Enfin, c'était elle exposait d'autres charmes, en tout cas, que cette sophistication liée au glamour classique. Et aujourd'hui, peut-être que le glamour que l'on définit à une époque dit plus de l'époque que du glamour classique. C'est-à-dire que c'est vrai que la référence aujourd'hui, quand on compare une actrice, quand on dit aujourd'hui d'une actrice qu'elle est glamour, on le compare à plus volontiers en effet à Marilyn Monroe qu'à Ava Gardner.
Eh bien, Fabien Gaffez, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Donc, je rappelle que le cycle Glamour se déroule au Forum des Images du 3 au 31 mai. Une cinquantaine de films donc à découvrir et surtout redécouvrir. Forum des Images donc qui est à Paris au Hall. Paris au Hall, tout à fait, ouvert tous les jours. Central, ouvert tous les jours sauf le lundi. Sauf le lundi. Et c'est une très bonne adresse. C'est une excellente adresse, en effet, on vous la recommande. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Salut à tous, c'est César Monterol. Tu te demandes ce qu'est un Deus Ex Machina, en quoi consiste le métier de projectionniste, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma? Il est encore temps. Nous t'avons sauvé. Et maintenant, tu en sauves d'autres. Eh bien, petit vénard, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile, tous les mardis à 17h sur Séance Radio. C'est pas possible, hein, ton impair. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Elle est pas belle, la vie?